vais essayer de vous parler de ceci. Alors, ceci est un des tableaux qui, je dois le concéder, me fascine le plus, qui est d'un tableau qui est daté probablement de 1529, 1529-1528, et qui est donc un tableau d'un peintre maniériste florentin qui s'appelle Jacopo da Pontormo. Jacopo da Pontormo est né en 1497 et il est mort en 1557. C'est donc une œuvre relativement de jeunesse, puisqu'il a une trentaine d'années quand il fait ce tableau. Ce tableau a été une commande faite par une richissime famille toscane, les Pinadori, et ce tableau a été mis dans la chapelle des Pinadori, qui est dans une petite église, dans un village de la campagne qui s'appelle Carmignano. Okay, donc encore aujourd'hui, elle est dans ce tableau, elle est dans cette église. Et donc la question, c'est que la question n'est pas de savoir ce que représente ce tableau, puisque c'est relativement extrêmement simple. Ce tableau représente ce qu'on appelle une visitation. Mais la grande question, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de ce tableau. Le tableau fait 202 cm par 156 cm. Il était un tableau qui était intégré donc dans une chapelle et il a été ultérieurement placé dans la nef de l'église de Carmignano. Et donc il y a eu un rajout d'une espèce de cadre baroque autour pour que ça puisse prendre la forme de ce qu'on appelle un tableau d'autel. Mais à l'origine, ce n'est pas un tableau d'autel, c'est un tableau qui est mis dans une chapelle privée d'une famille. Et donc ça représente une scène religieuse totalement classique, qui est donc la visitation, qui est donc la rencontre entre, à gauche, en bleu, Marie, qui rencontre à droite, en vert et orange, Élisabeth, qui est sa cousine. Okay, les deux sont enceintes de manière totalement inattendue, puisque la Vierge a reçu la visite de l'archange. Élisabeth a 65 ans, et les deux sont enceintes. Donc derrière, vous avez les deux servantes ou les deux accompagnatrices des deux protagonistes, et les deux sont enceintes. Marie est enceinte du Christ, et évidemment, Élisabeth est enceinte de Saint Jean-Baptiste ou Diocanan, qui est à la fois le dernier prophète et celui qui baptisera le Christ et qui fera entrer, enfin, qui va faire la séparation entre les temps anciens et temps prophétiques et les temps de la nouveauté. Alors, une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'il s'agissait d'une œuvre dite pneumatique. Elle est pneumatique parce qu'il s'agit, pneuma en grec, c'est le souffle, et donc il s'agit de concevoir que dans ce type d'image, ce que vous devez voir ne peut pas se voir. Okay, c'est-à-dire que normalement, ce que vous devez voir, c'est le Christ et Saint Jean-Baptiste. Or, ils sont dans les ventres gravides de Marie et Élisabeth, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir qui ne peut pas se voir. C'est ce qu'on appelle dans la peinture chrétienne une peinture pneumatique. Alors, la peinture pneumatique n'a pas toujours été totalement pneumatique. Je vous en montre deux exemples. Voilà, vous avez donc à gauche une peinture qui est donc une visitation qui est à Pelendri, à Chypre, et à droite, vous avez une visitation de Konrad Witz qui date de 1444. Vous voyez encore cette tradition donc médiévale de mettre des petites figurines qu'on appelle des homoncules à la place des ventres pour bien indiquer que c'est là que ça se passe et bien indiquer que dans l'image, on est capable de redoubler effectivement les indicateurs et d'indiquer les choses. Et donc, vous avez ces sortes de petits jouets ou ces petites figurines qui sont là et qui vont indiquer évidemment l'avenir du monde. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle le maniérisme italien. Donc on est pour l'Italie, on est à la fin de la Renaissance. La Renaissance, techniquement, s'arrête en 1525 avec le sac de Rome. On est passé à autre chose et on est passé dans un temps qui est un peu différent, où là, on va commencer à produire des distorsions qui vont générer autre chose sur l'histoire de la représentation. Et c'est important de comprendre, évidemment, qu'on est passé à un autre temps et qu'on est dans une autre dimension. Autre chose qu'il faut que je rappelle aussi, c'est que ce tableau est donc fait par Pontormo. Pontormo est florentin. Il est dans sa période où il habite à Florence. Le tableau est fait aux alentours de 1528-1529, c'est-à-dire qu'il est fait au moment de ce qu'on appelle la République florentine. Okay, 1527, les Florentins mettent dehors les Médicis, et en 1527, ils installent une république qui va durer à peu près 2 ans. Et une des hypothèses autour de ce tableau serait que les constructions que vous voyez à l'arrière-plan serait l'image d'un projet qui avait été commandé par Florence à Michel-Ange de construire en fait une forteresse, enfin des enceintes autour de la ville. Projet qui n'aurait pas eu lieu, mais certains disent que peut-être qu'on pourrait voir dans le tableau de Pontormo en fait une citation à ce projet qui n'aurait pas eu lieu.
Alors, toujours, comme d'habitude, puisque c'est une des grandes passions, on essaye de comprendre la structure du tableau. Vous avez ici un point rouge qui est le centre absolu du tableau. C'est-à-dire c'est là le centre. Le tableau fait 202 par 156. C'est le centre absolu du tableau. Le centre absolu du tableau, comme par hasard, tombe sur le ventre gravide de la Vierge. Ça ne pose aucun problème. Ensuite de ça, il y a la question de construire les lignes de fuite. Donc vous avez deux structures de lignes de fuite qui sont produites par les bâtiments. Et ces deux structures de lignes de fuite vont produire un point qui est posé sur l'épaule de la Vierge et un point qui est posé dans le vide entre les deux ventres de Marie et d'Élisabeth. La question, c'est que ça va produire 3 points et que ces 3 points vont permettre de comprendre le tableau de la manière suivante. Vous avez donc, à mon sens, un triangle qui est le triangle supérieur, où sont contenus dans ce triangle la totalité des visages des protagonistes. Okay, et vous allez ensuite avoir des espaces. Et c'est ces espaces qui vont commencer à m'intéresser. Moi, ce qui m'a intéressé de vous montrer, c'est que on a donc 3 bandes, on en reparlera après, 3 bandes verticales. Mais surtout, à partir du moment où on descend, on comprend qu'il y a ces 3 points, ça me permet de comprendre que le tableau n'est pas structuré à partir de la diagonale, d'une vraie diagonale, mais qu'il est structuré à partir d'une diagonale décentrée, qui est celle qui passe par ce point-ci et qui coupe le tableau en deux. Et alors le tableau, il est coupé en deux, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la partie droite? Dans la partie droite, il se passe que on a massivement le corps d'Élisabeth. Okay, le corps d'Élisabeth, il est enceinte de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est un prophète, c'est donc un temps ancien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Élisabeth? On a la partie qui est la plus structurée du tableau. On a ce qu'on pourrait imaginer être, puisque vous avez des marches et une grande porte, on imagine que ça puisse être la façade d'une église. Okay, en tout cas, si ce n'est pas une église, c'est la façade d'un palais. En tout cas, c'est une porte très grande, okay, avec des marches. Donc on est sur quelque chose qui est assez monumental. On est du côté donc de l'ordre, de la stabilité. Et par ailleurs, c'est l'espace du tableau où, d'un point de vue classique de la Renaissance, la perspective est normale. La perspective est bonne. Okay, vous avez tout qui est juste. Le rapport en fait entre la taille du pied d'Élisabeth par rapport aux marches et par rapport à la porte, tout est juste. Okay, donc on est du côté, à mon sens, l'hypothèse, on est du côté à la fois d'un point de vue métaphysique du temps ancien, c'est-à-dire du temps du prophète, et à la fois du côté de l'esthétique du temps ancien, c'est-à-dire d'une vieille Renaissance qui aurait demandé effectivement la radicalité d'une perspective et d'un ordre. Et de l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie qui est ici, on serait au contraire sur une chose qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on est là cette fois-ci exclusivement du côté de la Vierge, c'est le corps de la Vierge, donc là, qui contient le Christ, la question d'une loi nouvelle. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Vous avez cette fois-ci, qui n'est à mon sens plus la façade d'un bâtiment de l'ordre, mais la façade d'un immeuble. Vous voyez qu'ici, c'est un immeuble de rapport, avec des fenêtres, etc., des fenêtres rondes, type un grand palais ou une grande maison florentine. Et vous avez surtout, et c'est ça qui est le plus important, vous avez là, à la fois cette petite réserve qui est ici, et surtout, vous avez une rupture de la perspective. Cette fois-ci, la perspective ne peut pas être bonne. Si vous regardez par rapport à la taille des pieds ou la masse des corps et la perspective qui est derrière, si vous comparez cet espace-ci à cet espace-là, je suis désolé, ça ne peut pas tenir. C'est strictement impossible. Alors, la question, c'est qu'évidemment, Pontormo n'est pas stupide. Évidemment qu'il n'est pas stupide. La question, c'est donc, c'est un indicateur, c'est un geste volontaire et probablement conceptuel qui va couper donc le tableau de deux manières, je le répète, donc qui permet de comprendre que la partie droite est soit la partie des temps anciens et la partie de l'ordre, et la partie gauche est une question qui est beaucoup plus centrée vers l'humanité matérielle et vers quelque chose qui est dans la question de la rupture et qui viendrait devenir une signature de quelque chose qui est, j'assume en tant qu'artiste, j'assume de générer une rupture. Okay, et la rupture, elle arrive à tenir, parce que si vous l'enlevez, ça ne tient pas, elle arrive à tenir parce que le tableau est saturé par 4 personnages qui constituent en fait une masse. Et la rupture, en fait, elle vous permet, vous, spectatrice ou spectateur, de comprendre que la structure doit être déconstruite, tandis que ce qui importe, c'est ce qui est au premier plan,
c'est la teneur massive de l'image, et donc de la couleur, et donc des corps, et donc technique du voile, etc., etc. Et par ailleurs, je vous ai montré qu'un des points de la perspective tombe évidemment à un des endroits stylistiques les plus complexes du tableau, qui est donc l'épaule de la Vierge, où il y a à la fois le foulard rose et à la fois les mèches de cheveux. Et donc on est dans évidemment l'affirmation du maniérisme florentin, le maniérisme florentin qui est donc l'hypercroissance des détails, la perfection des détails et surtout la disruption de l'ordre. Okay, c'est-à-dire que la scène, au sens propre, flotte dans un espace qui est un espace qui ne tient pas d'un point de vue de la perspective. Ça veut dire que donc l'espace est conceptuel et donc l'espace supporte une représentation. Alors, là où c'est fascinant, c'est donc, si on agrandit, on arrive là, dans cet espace. Alors cet espace, c'est un espace qui a fasciné tout le monde depuis extrêmement longtemps. Cet espace, dit-on, ça va, c'est pas trop pixelisé, cet espace, dit-on, aurait la particularité de renvoyer à ce que je vous ai montré, par exemple, chez Konrad Witz. Konrad Witz avait peint ses petits homoncules sur le ventre de la Vierge et sur le ventre d'Élisabeth. Et là, vous auriez la même chose, c'est-à-dire qu'en ne respectant pas le rapport de perspective, Pontormo aurait fait 2 microscopiques petits personnages. Vous imaginez la taille du bazar, hein, c'est-à-dire que les personnages sont sur un banc, sur le bord. Regardez la hauteur de la façade pour arriver au premier étage. Il n'y a rien qui tient. Tout est en déséquilibre absolu. Et les 2 petits personnages, donc il y a plein d'hypothèses sur ces 2 petits personnages. Les 2 petits personnages, il y a une hypothèse qui dit que ça pourrait être un autoportrait de Pontormo avec son assistant Bronzino. Il y a une autre hypothèse qui dit, les 2 me conviennent, mais j'aime bien aussi la deuxième. Si on regarde bien, si vous regardez l'image, il semblerait que un des personnages tienne un pichet et que l'autre tienne un morceau de pain. Et donc, vous auriez effectivement, par une dimension relativement parodique, avec 2 petits homoncules, la représentation matérielle, en fait, d'une première scène. Okay, qui serait passée, donc il y a eu le baptême, il y a eu Jean-Baptiste, etc. Et bien voilà, et du coup, on aurait la représentation matérielle, dans une dimension qui n'est plus métaphysique, mais matérielle, d'un personnage, de 2 personnages, avec du pain et du vin, qui renverrait une dimension matérielle de la scène. Et très récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, ce tableau a quitté la Pieve San Michele de Carmignano pour être restauré, et parce qu'après il y a eu une très grosse expo à Florence sur Pontormo, et on a découvert en restaurant et en nettoyant le tableau, on a découvert un truc que personne n'avait vu jusqu'à présent. On a découvert cette petite chose. On a découvert que tout au fond derrière, il y avait une tête d'âne. Là, derrière au coin de la rue. Il y avait une tête d'âne. Alors cette tête d'âne, évidemment, tout le monde a essayé un peu de comprendre la question de cette tête d'âne. La tête d'âne est très compliquée. En tout cas, la tête d'âne, elle renvoie à 2 choses. Elle renvoie au fait que l'âne est le symbole de la non-docilité, donc est le symbole du refus de l'autorité. Okay, donc viendrait être planqué derrière le tableau ce signe effectivement que ce qui constitue l'organisation du tableau, c'est donc quelque chose qui n'est pas de la docilité, donc qui ne sera pas le respect des règles. Et la deuxième chose, c'est que l'âne a très longuement constitué jusqu'à, et on en connaît l'origine au XVIe siècle, et ça ira évidemment jusqu'aux théories de Giordano Bruno, qui définira cette question du nasinita, c'est-à-dire d'une qualité d'être un âne, c'est-à-dire la nécessité de ne pas obéir pour arriver à réaliser quelque chose du monde. Et vous avez par exemple dans un des textes de Giordano Bruno qui a été détruit, donc qui est évidemment postérieur, mais cette idée que c'est des fantasmes qui couraient, et notamment à Florence, où ils ont beaucoup travaillé sur cette question-là, que Noé aurait donné la gouvernance de l'arche à un âne. Et que c'est l'âne qui aurait gouverné, qui aurait tenu la gouvernance du bateau. Donc il y aurait à avoir en fait toute une sorte de micro-petit symbole derrière ce tableau, qui serait évidemment la question qu'il y ait une construction de la représentation, et que cette construction de la représentation est fondée sur l'indocilité. Faire une image, c'est d'abord accepter de ne pas être docile et de ne pas respecter les règles pour le construire. À partir de cette indocilité, vous allez générer un plan conceptuel, qui est donc le plan conceptuel, qui est donc l'idée, c'est-à-dire faites abstraction de la masse au centre et essayez de concevoir en fait le plan de ces petits personnages par rapport au plan des marches. Ça ne tient pas. Si vous retirez les personnages, ça ne tient pas. Le tableau n'a aucun sens. Mais c'est parce que le tableau n'a aucun sens que je peux en faire une lecture. Et donc c'est ça. La première grande hypothèse que j'aurais à vous montrer, c'est que ce tableau, en fait, la signature du tableau, signature, est donc une signature
qui va générer en fait l'idée d'un maniérisme, c'est-à-dire il va falloir rompre des codes pour pouvoir affirmer en fait une signature particulière de la représentation. Et que cette signature présuppose que je vais obéir, je dois faire une visitation. Donc la visitation, elle reste une visitation, mais elle va être placée sur un plan conceptuel qui va m'obliger, moi, spectatrice ou spectateur, à la relire d'une autre manière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc vous avez évidemment le tableau qui est divisé selon les plans que j'ai pu faire à partir des 3 points, le tableau qui est divisé en 3 parties. Et donc, si on fait un effort d'abstraction pour le tableau, on obtient ça, c'est-à-dire on obtient un tableau qui est divisé en 3 séquences. Et ces 3 séquences sont précisément la représentation, donc il faut lire de droite à gauche, précisément la représentation du temps ancien, temps prophétique, dans l'étroitesse, et selon le texte que l'on connaît, le texte de l'Épître aux Corinthiens, dans l'étroitesse, le temps messianique, puisque c'est la figure du Christ qui est là, et de l'autre côté, c'est le temps de la matérialité humaine. Okay, c'est-à-dire ce temps qui est à la fois le temps de la comédie et le temps de la matérialité humaine. Et donc vous auriez en fait le tableau qui peut se lire d'une manière comme un accordéon, qui peut se lire à l'inverse, c'est-à-dire de droite à gauche, qui peut se lire comme une histoire métaphysique et matérielle du vivant, des temps anciens, passant par les temps messianiques à un temps matériel. Donc ça, on peut le lire comme ça, et on peut le lire évidemment si vous coupez par la diagonale entre ces deux temps, et tout ça, ça se joue sur une rupture fondamentale de la perspective par mesure de la désobéissance. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris la structure du tableau et qu'on a compris comment il fonctionnait, ce que je voudrais comprendre maintenant, c'est que ce tableau représente une scène. Alors, pour vous montrer à quel point ce que j'essaie de vous raconter peut avoir un sens, etc. Dans les années 90, l'artiste américain Bill Viola avait fait une vidéo qui s'appelle The Grating, 95 même précisément, et The Grating aujourd'hui a été montrée dans plusieurs expositions, et notamment c'est une pièce qui existe, elle a été achetée par l'église Saint-Eustache à Paris, et elle est présentée dans une des chapelles de l'église, donc exactement comme la pièce du Pontormo. Et ce que je voudrais vous montrer, ce que je voudrais vous indiquer, c'est, je vais laisser passer la vidéo quelques secondes pour que vous compreniez comment ça marche, et que vous compreniez comment il y a eu une rupture, évidemment, entre la pensée de Pontormo et ce que j'essaie de vous dire avec Bill Viola. Je vous laisse regarder la vidéo quelques secondes. Alors voilà, donc c'est une vidéo qui normalement est présentée en boucle, hein, elle est plus lente encore, c'est une espèce de boucle très lente, elle est présentée en boucle dans la chapelle, et vous voyez quasiment une sorte de tableau qui s'anime, etc. À mon sens, ce que ne comprend pas Bill Viola. Bill Viola ne comprend pas deux choses. La première chose, c'est qu'il ne comprend pas qu'en écartant la scène, on ouvre un point de perspective, un point de fuite, qui est la négation en fait de l'intelligence du tableau de Pontormo. Là où le tableau de Pontormo fonctionne, c'est que je ne peux pas recomposer la scène qui est à l'arrière, qui devient donc un plan conceptuel pour la représentation. C'est là où Bill Viola, à mon sens, échoue. Et la deuxième chose, là où il échoue, c'est que Bill Viola ne comprend pas la nécessité de 4 personnages et il n'en met que 3. Et évidemment, à partir de ça, la lecture ne peut pas se faire, parce que ce qui importe, c'est ces 4 personnages. Alors, ce qui n'empêche que la pièce de Bill Viola soit une très belle pièce, hein, par ailleurs, et qui fonctionne très bien, mais il y a un déséquilibre dans la manière avec laquelle ça doit pouvoir se lire. Alors, pourquoi c'est important d'avoir 4 personnages? Alors, c'est ce que je vais essayer de vous indiquer pour finir sur ce truc. Première hypothèse que j'aurais à vous indiquer, c'est que, qui est une hypothèse qui n'est absolument pas de moi, qui est une hypothèse d'un certain nombre d'historiens, qui est qu'on est sur une peinture tout à fait classique, et qu'il y a une représentation d'une scène religieuse, et que derrière la représentation de la scène religieuse, vous avez la peinture des commanditaires, et que vous auriez derrière Buonaccorsi Pianalori et sa fille, voilà, qui seraient les deux commanditaires, c'est-à-dire les deux personnes qui ont payé très cher pour que ce tableau puisse exister. Alors, c'est une hypothèse qui n'est pas inintéressante. Après, ce n'est pas une hypothèse qui est qui est conceptuellement extrêmement intéressante. Moi, je vais vous essayer de vous en proposer d'autres. La deuxième hypothèse, ce serait de considérer que, et ça on peut le prouver de manière assez facile, que Pontormo avait une connaissance des textes crypto-hérétiques, et particulièrement qu'il avait une connaissance en fait des évangiles apocryphes. Et dans les évangiles apocryphes, on dit que Marie avait des sœurs, et qu'Élisabeth avait des sœurs.
Et donc, on pourrait être imaginé que ce deviendrait aussi une sorte de peinture apocryphe, enfin, une représentation apocryphe de quelque chose qui n'est pas le texte d'autorité, ce qui serait plutôt assez logique dans cette période-là à Florence qui veut s'opposer à Rome. Et donc, on aurait effectivement une autre lecture d'une visitation avec des éléments apocryphes qui serait cette lecture donc d'une vierge accompagnée de sa sœur et d'Élisabeth accompagnée de sa sœur. Ce qui justifierait, par exemple, qui pourrait se justifier par le fait de la ressemblance entre les personnages. Quelque chose d'une familiarité entre les personnages. Alors, ce qui n'est pas, pas une hypothèse inintéressante, ce qui est une hypothèse assez belle, ce qu'on appelle la Sainte Famille élargie, et donc on aurait cette représentation qui serait ici, qui permettrait d'avoir quelque chose d'autre dans une représentation qui supposerait là aussi cette question d'une non-docilité par rapport à l'histoire des représentations. Troisième hypothèse, qui à mon sens, qui elle m'intéresse beaucoup plus, qui est une histoire d'une hypothèse historique. En fait, on aurait quoi? On aurait, j'imagine, on aurait Marie et Élisabeth qui seraient l'une et l'autre accompagnées de leurs servantes. Okay, c'est-à-dire que derrière Marie, la fille en rose est la servante de Marie, et la fille en verte qui est derrière serait la servante d'Élisabeth. Et dans ce cas-là, on aurait ce que j'appelle une représentation ancillaire, c'est-à-dire qu'on aurait une représentation assez fascinante d'un tableau qui, cette fois-ci, se dédouble, non pas dans la structure du tableau, mais se dédouble dans la représentation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux femmes, la Vierge et Élisabeth, qui se regardent, qui ne nous regardent pas, et qui indiqueraient pour nous, spectatrices ou spectateurs, que le plan historique n'est pas un plan qui est en contact avec nous. Ok? Voilà. C'est donc, vous avez quelque chose qui appartient à l'histoire, le fait que Marie ait rencontré Élisabeth, et Marie rencontré Élisabeth, c'est dans l'histoire, c'est dans le plan de la représentation, et ça se clôt dans le plan de la représentation. Et derrière, vous auriez les servantes, et en fait, c'est les servantes qui nous regardent. C'est la dimension ancillaire, c'est-à-dire la question des serviteurs, et c'est elles qui nous regardent. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a une manière de lire le tableau d'une manière beaucoup plus politique et beaucoup plus historique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la représentation historique est silencieuse, ou en tout cas la représentation historique ou métaphysique, elle est profondément silencieuse, tandis que ce qui maintient la relation avec la spectatrice ou le spectateur, ce sont les servantes. Et donc ça voudrait dire qu'il y aurait en fait à rétablir une histoire de l'art, et que l'histoire de l'art se fait à partir de ce qui nous adresse comme regard, et que ce regard est du côté de la servitude, et évidemment pas du côté de l'histoire dominante. Et il y a quelque chose que je trouve assez beau, qui deviendra en fait un projet politique assez délirant de la part de Pontormo, et d'où l'importance massive de ces quatre corps et de ces quatre femmes au milieu du tableau. Ça passe évidemment par quatre femmes, ce qu'on appelle un dispositif à rombo en peinture. Vous avez une très belle gravure de Dürer de 1498 qui reprend ce qu'on appelle la danse des sorcières, qui reprend ce processus de Arombo. Et donc vous auriez à l'intérieur de ça, vous auriez donc deux plans. Le plan historico-métaphysique qui est tautologique, c'est-à-dire qui ne regarde que lui-même par lui-même. Et de l'autre côté, vous auriez ce qui excède ce plan métaphysique et historique. Vous auriez les servantes, et c'est elles qui nous regardent. C'est elles qui nous regardent, nous, spectatrices et spectateurs, dans la douleur ou le bonheur de notre humanité matérielle, et c'est elles seules qui nous regardent dans le rapport à la représentation. Tandis que l'histoire, elle, se clôt en elle-même, puisque c'est une image qui ne fait que regarder elle-même. Et de l'autre, en fait, ce qui s'adresse à nous, c'est la dimension matérielle de la servitude et la dimension matérielle de l'ancillaire. Alors moi, voilà, ça c'est ma très grande hypothèse sur ce tableau, qui devient évidemment un tableau profondément, radicalement conceptuel et historique, puisqu'il y a, voilà, on aurait deux choses. On aurait le premier plan qui est le plan historique, et derrière un plan historial qui est le plan de la servitude. Et seule la servitude est encore aujourd'hui capable de nous regarder dans les yeux, puisque quand vous regardez ce tableau, elle vous regarde, elle ne cesse de vous regarder. Et elle ne cesse de vous regarder dans cette idée que fondamentalement, puisque c'est cette question centrale de la chrétienté est donc de savoir si effectivement nous sommes bien des êtres amerimnoi, c'est-à-dire ininquiétés. Et en fait, elle maintiendrait, puisque l'histoire ne fait que regarder elle-même, les servantes, elles, en maintenant notre regard, ne cesseraient de nous demander, dans cette histoire de la chrétienté, si nous sommes bien des êtres heureux et bien des êtres ininquiétés, si nous maintenons cette position-là. Or, comme nous ne le sommes pas, eh bien, il y aurait quelque chose du maintien d'une inquiétude fondamentale à l'intérieur de ce tableau. Et quatrième hypothèse qui clôt l'ensemble, c'est-à-dire que j'émets l'hypothèse que ce tableau puisse devenir en fait une sorte de premier grand geste conceptuel
comme aurait pu le faire, par exemple, beaucoup plus tardivement, Boetti, à la fois quand il fait cette carte postale qu'il envoie en 67, qui s'appelle Gemelli, où il fait un montage dans l'image, une photographie, où il se photographie en se tenant lui-même la main. Et à partir de ça, il se fera appeler comme artiste Alighiero e Boetti. C'est-à-dire c'est son prénom plus son nom avec la conjonction de coordination entre les deux. Et là, je peux émettre l'hypothèse en fait qu'on aurait aussi un tableau profondément conceptuel, puisqu'en fait, ce qu'il faudrait imaginer, c'est que le tableau se dédouble, c'est-à-dire que vous regardez à la fois un tableau de profil et de face, en permanence, puisque c'est deux fois la même, c'est deux fois les mêmes femmes qui ne cessent d'être là. Donc une sorte d'écrasement matériel, c'est-à-dire cette fois-ci, on n'est plus dans un problème de métaphysique ou etc. On est dans un pur objet métaphysique, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici de profil, c'est ce que vous voyez ici de face. Ce que vous voyez ici de profil, c'est ce que vous voyez ici de face. Et que vous auriez un tableau comme ça qui aurait à la fois une dimension politique, évidemment politique ancillaire, et de l'autre côté, vous auriez un tableau qui serait une espèce de clôture de lui-même, comme pur projet conceptuel, qui vous dirait que je suis à la fois de profil et à la fois de face, et que je dois regarder l'image dans cette double tension permanente, et qui donnerait à la fois la dynamique de l'image et à la fois une puissance matricielle pour pouvoir la regarder. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Pontormo. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais c'est un tableau qui, à mon sens, un tableau qui est, d'un point de vue historique et d'un point de vue conceptuel, qui est absolument radical. Et donc voilà, l'hypothèse, c'est bien de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a un indice qui, effectivement, il y a que des choses qui vont disjoncter dans la représentation. Une fois qu'on comprend ça, et ben à partir de ça, on peut rentrer à l'intérieur du tableau et comprendre quels sont les plans de disjonction. Et pour moi, il y a trois grands plans de disjonction. Le plan entre l'opposition entre le métaphysique et le matériel, entre l'opposition entre l'historique et l'historial, et évidemment à la fin, le plan entre un plan matériel de l'image, en fait, l'image est plate et pour autant, elle est à la fois presque une image en mouvement, puisque vous voyez à la fois la face et le profil en même temps. Oui, Raphaël. Ouais. Ah, par rapport à l'âne. Ah, pardon, j'ai entendu par rapport à l'âme, j'arrivais pas à comprendre. Alors oui, effectivement, il y a aussi cette idée qui pourrait être, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Il pourrait y avoir aussi cette image, ouais.